Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui 23 mai dans cette série de webinaires organisés par le barreau de Paris dans le cadre de la préparation des élections européennes. Vous le savez tous, le droit est essentiel dans la construction européenne. L'Union européenne se distingue aujourd'hui comme étant l'un des principaux espaces de droit dans le monde et il nous a paru intéressant à Léa, Sébastien et moi de réfléchir ensemble à ce qui nous paraît être le défi majeur auquel est confrontée l'humanité, celui du réchauffement climatique. Quelles sont les réponses que peut apporter le droit européen? Comment l'Union européenne, comment les institutions de l'Union européenne envisagent-elles de relever ce défi majeur pour nos pays, pour nos populations? Il nous a semblé qu'il y avait là un sujet particulièrement intéressant. Un sujet intéressant pour tous les citoyens, car ce n'est pas un sujet que juridique, c'est un sujet qui nous concerne tous, c'est un sujet qui, c'est un peu pédant à dire, mais c'est un sujet qui concerne l'humanité entière, et un sujet passionnant pour nous autres juristes et avocats, car on mesure, et on va le mesurer ensemble pendant les 3 quarts d'heure que nous allons passer ensemble, on mesure combien les questions posées sont lourdes de défis à relever pour les juristes, combien elles présentent de questions à résoudre pour nos institutions. Que pouvons-nous faire pour essayer d'améliorer le traitement des questions climatiques et environnementales dans l'espace de droit que constitue l'Union européenne? Tel est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui autour des défis climatiques et environnementaux. Pour traiter ce sujet, nous avons deux confrères particulièrement éclairés sur le sujet, Léa Marion et Sébastien Mabille. Léa Marion est avocate spécialisée en contentieux et notamment en contentieux international. Léa est docteur en droit international privé. Léa enseigne régulièrement à l'EFB en contentieux international des affaires et Léa conseille essentiellement des entreprises, notamment en matière de risques climatiques et environnementaux. J'ajouterai pour Léa que Léa participe à différents groupes de travail sur les questions posées par la justice environnementale. Nous aurons également Sébastien Mabille. Sébastien est avocat, engagé de très longue date sur les questions environnementales et climatiques, puisque l'un des premiers combats de Sébastien comme avocat a été le procès fondateur de l'ERICA. Sébastien est également docteur en droit, spécialisé en droit de la mer, et Sébastien enseigne, comme Léa, il enseigne lui à l'ENM, et Sébastien est expert auprès de la Commission mondiale de droit de l'environnement de l'UICN et également vice-président de l'UICN. Donc merci beaucoup à Léa et Sébastien de partager avec nous vos lumières sur ces deux sujets, sur ce grand sujet ce matin. Nous allons, chers confrères, chers amis, répartir ce webinaire en 3 thématiques majeures. D'une part, l'Union européenne comme acteur majeur dans la protection de l'environnement et du climat. Et pour cela, nous écouterons Sébastien. Puis, Léa interviendra ensuite sur l'Union européenne en tant que pionnière dans la transition vers une économie durable. Et enfin, nous évoquerons avec Sébastien et Léa l'Union européenne, terre fertile du contentieux climatique. J'imagine, chers confrères, que vous avez tous beaucoup de questions à poser. Nous essaierons de les traiter au fil des présentations, mais comme le temps est très court, pardon par avance si nous n'avons pas le temps de le faire, mais j'essaierai de faire passer vos questions aux intervenants. Commençons tout de suite avec Sébastien Mabille pour l'Union européenne comme acteur majeur dans la protection de l'environnement et du climat. Merci Sébastien. Merci Jacques, bonjour à toutes et à tous. Dans cette petite partie introductive de ce webinaire, l'objectif c'est de présenter comment, de quelle manière l'Union européenne est devenue un acteur majeur de la politique environnementale
et comment le droit européen a été saisi pour des contentieux à la fois environnementaux et climatiques qu'on abordera plutôt dans la deuxième partie de cette conférence. Alors, la protection de l'environnement, déjà, était absente du traité de Rome, signé en 1957, et ce n'est que quelques années plus tard, après la conférence de Stockholm en 1972, qui était la première conférence des Nations Unies sur l'environnement, que des chefs d'État et de gouvernement européens ont adopté une déclaration considérant que l'expansion économique, qui était l'objectif poursuivi par le traité de Rome, n'était pas une fin en soi et qu'il fallait également intégrer des considérations environnementales. Ce qui a donné lieu, dès 1973, l'année suivante, à l'adoption du premier programme d'action communautaire en matière d'environnement. Nous sommes actuellement sur le 8e programme d'action sur la période 2021-2030 et le premier programme donc, a été lancé dès 1973 sur des fondements juridiques néanmoins qui s'avéraient à l'époque fragiles pour l'action de, à l'époque, la communauté économique européenne, sur la base de l'article 235 qui est devenu l'article 352 du traité de Lisbonne, qui prévoit que si une action de l'Union, de la communauté paraît nécessaire dans le cadre des politiques définies par les traités pour atteindre l'un des objectifs fixés par les traités, le Conseil peut adopter des actes dans ce domaine. Et comme en matière de droit international de l'environnement, finalement, le premier texte fondateur a été consacré à la protection des oiseaux sauvages, à travers la directive 79/409 du Conseil du 2 avril 1979, qui a été fondée sur cet article à l'époque 235 du traité. Je disais que c'était la même chose en matière de droit international de l'environnement, puisque la première convention internationale en matière d'environnement a été adoptée à Paris en 1902 et elle était relative à la protection des oiseaux, à l'époque utiles à l'agriculture. Donc les oiseaux, par leur caractère transfrontalier et leur migration, constituent souvent la première approche et la première nécessité d'engager une coopération internationale. L'action de l'Europe s'est ensuite accentuée à travers l'acte unique européen en 1986 et l'insertion de 3 nouveaux articles qui ont constitué la base légale de l'intervention de la CE en matière d'environnement, qui sont désormais codifiés aux articles 191, 192 et 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 191 prévoyant notamment le principe d'intégration, c'est-à-dire que les exigences en matière de protection de l'environnement sont une composante des autres politiques de la communauté et doivent infuser dans toutes les autres politiques de la communauté européenne. Le traité de Maastricht en 1992 a fait de l'environnement une politique fondamentale de l'Union, avec une reconnaissance également explicite du principe de précaution. Et ensuite, le traité d'Amsterdam en 1997 a prévu que les objectifs économiques de l'Union devaient être assortis de la recherche d'un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Donc c'est cet objectif de niveau élevé de protection et d'amélioration qui désormais est poursuivi par la politique de l'Union européenne. En 2007, enfin, le traité de Lisbonne a parachevé un peu cet édifice à travers la définition dans le traité des compétences exclusives et des compétences partagées de l'Union européenne. Donc l'environnement et l'agriculture figurent parmi les compétences partagées entre les États membres et l'Union européenne, l'Union bénéficiant d'une compétence exclusive en matière de conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune des pêches. C'est le seul domaine environnemental dans lequel l'UE dispose d'une compétence exclusive, le reste étant des compétences partagées. Enfin, le traité de Lisbonne a doté l'Union européenne de la personnalité juridique, lui a permis de conclure des accords internationaux dans tous les domaines de sa compétence, ce qui a suscité une adhésion, une ratification de l'Union européenne à un grand nombre de traités environnementaux, dont
la Convention cadre sur les changements climatiques et l'accord de Paris qui est adopté en 2015, qui sont, une fois qu'ils ont été adoptés et ratifiés par l'Union européenne, sont partie intégrante du droit de l'Union européenne, ce qui a permis ensuite à la Cour de justice de l'Union européenne d'interpréter les dispositions de ces traités qui sont des faits directs. Je rappelle que ce sont des obligations claires, précises et non subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à l'intervention d'un acte ultérieur. Aujourd'hui, l'Union européenne dispose d'environ 700 textes juridiques relatifs à l'environnement, dont 300 directives, avec une politique environnementale qui repose sur les principes fondateurs qui figurent dans les traités, principe de précaution, principe de prévention et de correction de la pollution à la source, principe pollueur-payeur, qui a donné lieu à la directive responsabilité environnementale, et donc dans des domaines d'intervention sectoriels que sont la protection de l'air et de l'atmosphère, l'eau, la biodiversité, le climat, les substances dangereuses, déchets, OGM, produits plastiques, produits chimiques à travers le règlement REACH. Et aujourd'hui, donc l'Union européenne, en tout cas tous ces textes, disposent d'une force normative importante, unique au monde, qui est notamment grâce à un cadre institutionnel spécifique, la présence d'un contrôle juridictionnel à travers la Cour de justice de l'Union européenne, la possibilité de renvoi préjudiciel, la possibilité pour la Cour de prononcer des sanctions financières contre les États membres qui ne mettraient pas suffisamment en œuvre le droit de l'Union européenne, et le principe, évidemment, de primauté des normes européennes sur les normes nationales. Voilà pour cette introduction, et je laisse la parole à ma consoeur Léa Marion. Jacques, votre micro est coupé. Merci Sébastien. Donc merci Sébastien pour cette présentation très intéressante. Léa va nous parler maintenant de l'Union européenne comme pionnière dans la transition vers une économie durable. Léa. Merci Jacques et bonjour à toutes et à tous. Oui, l'Union européenne pionnière dans la transition, c'est en tout cas sous cette égide-là que la mandature du Parlement européen actuel a débuté avec ce projet de pacte vert européen qui vise à transformer l'Union européenne en une économie durable et à terme, en 2050, avec une absence d'émissions nettes de gaz à effet de serre et des étapes intermédiaires. Alors, pour atteindre cet objectif, la Commission a proposé tout un train de mesures dans différents domaines, selon une approche globale et transversale. Et c'est dans l'adoption de ces mesures que le Parlement européen a joué un rôle important, puisqu'il a été longuement débattu de nombreuses de ces mesures. Le Parlement européen a même été à l'initiative de certaines. Et c'est de deux dont je voudrais vous parler aujourd'hui, de directives qui ont vraiment un caractère de pionnier sur la transition vers une économie durable. C'est la directive CSRD, donc en matière de reporting extra-financier, et la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, qui est en cours, en fin de finalisation et d'adoption. Mais le texte, normalement, est figé. Sur la directive CSRD, tout d'abord, c'est un texte donc là, qui est en vigueur, qui a été transposé en France par une ordonnance du 6 décembre 2023. Donc, il porte des obligations en matière de reporting extra-financier, ce qui n'est pas nouveau dans l'Union européenne, puisqu'il y avait déjà eu une directive qui portait de telles obligations. Mais ce qui est nouveau et ce qui est presque révolutionnaire ou vraiment révolutionnaire, c'est l'ampleur de ces obligations de reporting. Alors, sur le champ d'application, tout d'abord, jusque-là, la directive donc NFRD concernait 11 000 sociétés. Demain, à la suite de la mise en application progressive de la directive CSRD, c'est 50 000 sociétés. Ce sont 50 000 sociétés dans l'Union européenne qui seront concernées. Et point très important, elle s'appliquera, cette directive, également aux sociétés dont le siège n'est pas établi sur le territoire de l'Union européenne, mais qui réalisent un chiffre d'affaires important selon certains seuils qui sont fixés. Donc déjà, en termes d'application territoriale et matérielle, le champ de cette directive CSRD est assez ambitieux et intéressant. Ensuite, sur les attendus, c'est assez révolutionnaire également, puisque jusque-là, on demandait aux entreprises de divulguer des informations extra-financières, donc sur des sujets ESG globalement, mais sans avoir imposé un cadre défini
et donc sans ligne directrice. Et cette absence de cadre donnait lieu à des informations très, très diverses, et finalement peu utilisables et peu comparables, et faisait perdre finalement l'intérêt de ce reporting. L'enjeu de qualité de ces informations est pourtant crucial, et surtout dans le cadre du pacte vert, puisque si on veut aller vers une transition durable, ce que dit la Commission, c'est qu'il faut emmener les acteurs, et il faut emporter les acteurs, il faut orienter les flux de capitaux vers une économie plus durable. Et pour cela, il faut de la transparence, il faut que les investisseurs puissent effectivement orienter les flux financiers vers une transition durable. Et c'est dans cette perspective donc, que la directive CSRD a délégué à la Commission le soin d'élaborer des normes, les normes ESRS, qui sont des premières normes donc, en matière extra-financière qui vont venir encadrer la communication des entreprises sur le sujet. Alors, ces normes sont un peu complexes et sont un peu paraissent assez denses, il faut le dire, mais fondamentalement, elles sont basées sur une structure assez, qui se retrouve de norme à l'autre, avec des informations qui sont assez structurées, qui est tout un guide à destination des entreprises pour les aider. Plus fondamentalement encore, elles sont basées sur un principe dit de double matérialité, ou de la traduction française de la directive parle d'importance, donc l'importance ou la matérialité. Ce qu'on va rechercher, c'est la matérialité ou l'importance des sujets sur l'entreprise, et on va mesurer cette importance par rapport à sous deux angles. Selon une perspective intérieure-extérieure, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise a un impact réel ou potentiel, négatif ou positif, sur un enjeu ESG. Donc ça, c'est la matérialité dite d'impact, c'est-à-dire qu'on mesure de l'intérieur vers l'extérieur si l'entreprise a un impact sur un sujet ESG, et une matérialité dite financière selon une perspective inversée de l'extérieur à l'intérieur. La question étant de savoir si un enjeu ESG est susceptible de causer un impact financier à l'entreprise. Alors, je vais prendre un exemple, c'est le plus simple. Si l'activité nécessite des prélèvements d'eau, si l'activité de l'entreprise nécessite des prélèvements d'eau, l'entreprise devra s'interroger sur le point de savoir si elle a un impact sur la ressource en eau, mais également sur le point de savoir si les risques liés à la raréfaction de l'eau douce à l'échelle mondiale, par exemple, pourraient lui causer un impact financier parce qu'elle pourrait entraîner des pertes de licences d'exploitation à terme. Voilà, c'est sous cette double perspective que les entreprises doivent réfléchir, et c'est uniquement sur les sujets sur lesquels elles ont un impact, soit au titre de cette matérialité d'impact, soit au titre de la matérialité financière, que les questions et les normes doivent être appliquées, c'est-à-dire que les entreprises doivent publier des informations par rapport aux enjeux ESG donnés. Voilà, donc c'est un peu touffu, ça paraît un peu complexe, mais c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle l'application dans le temps est assez large et assez souple. Autre différence fondamentale avec ce que l'on connaissait jusqu'à présent, c'est le contrôle de cette information. Jusqu'à présent, c'était un peu laissé de côté. Là, on a mis en place un système d'audit pour réaliser un contrôle du rapport de durabilité qui sera présenté. Et chose importante pour les avocats, les commissaires aux comptes peuvent être auditeurs, mais les avocats pourront également être auditeurs de ces rapports de durabilité. Et pour terminer sur ce texte, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif, c'est-à-dire que ce ne sont que des obligations de reporting. C'est beaucoup. C'est potentiellement une refonte de la stratégie de l'entreprise, enfin une nouvelle façon de penser la stratégie de l'entreprise. Mais ce ne sont que des obligations de reporting, à la différence de la directive CSDD dont je vais parler dans quelques secondes, ce qui se matérialise par le fait que les sanctions seront prononcées pour des défauts de conformité donc aux règles ESRS ou l'absence de rapport de durabilité, mais qu'il n'y aura pas de contrôle sur l'atteinte d'objectifs, par exemple en termes climatiques, de l'entreprise. Il n'y a pas d'obligation sur le fond de résultats mis à la charge des entreprises s'agissant de cette directive CSRD. Voilà, ce n'est qu'une directive de reporting. Le deuxième texte
qu'une directive de reporting, mais une directive quand même forte et d'ampleur conséquente. L'autre texte qui a une ampleur également très importante, c'est la directive CSDD, la directive sur le devoir de vigilance en matière de durabilité, que l'on connaît en France, puisqu'elle s'inscrit clairement dans la lignée de la loi de vigilance de 2017. Cette directive est connue aussi parce qu'elle a fait parler beaucoup d'elle. Il y a eu beaucoup de débats sur le sujet. C'est un texte, au final, de compromis, dont l'ambition initiale a été revue à la baisse, mais qui constitue tout de même une avancée significative dans le domaine des droits humains. Alors, un texte de compromis, le compromis se manifeste à plein d'égards, mais notamment sur le champ d'application qui a été considérablement revu à la baisse à l'issue des discussions. Revu à la baisse, mais il s'appliquera tout de même dans des conditions moins restrictives que la loi française actuelle qui s'applique uniquement aux très grandes entreprises. Donc à terme, on devrait avoir une augmentation du nombre d'entreprises concernées. Le seuil financier étant fixé à 450 millions de chiffre d'affaires global et 1000 salariés pour les sociétés qui sont sur le territoire de l'Union européenne. Voilà, il y a plusieurs types de seuils, je ne rentre pas dans les détails à ce stade. Ce que je veux dire sur ce texte, c'est que c'est une approche donc, de vigilance, une approche qui est fondée sur les risques, et c'est l'essence même du devoir de vigilance. L'objectif, c'est de prévenir les risques qui pourraient être causés aux droits humains, à l'environnement, par les activités de l'entreprise, par les activités de ses filiales et par les activités de ses partenaires commerciaux directs et indirects sur la chaîne d'activité. Alors, la chaîne d'activité est une notion qui a été longuement débattue. On a finalement tronqué une partie de la chaîne aval pour exclure de la chaîne d'activité aval des services qui sont fournis. On a longuement débattu aussi sur le contenu des attentes, c'est-à-dire qu'est-ce que les attentes aux droits humains et à l'environnement. Et sur ce point, pour répondre aux critiques, et qui sont faites d'ailleurs aussi en France, et pour mieux définir le champ des exigences qui s'imposent aux entreprises, on a précisé un peu le champ par référence à des textes internationaux qui ont été adoptés dans tous les États membres, de sorte que le corps des exigences et des attendus des entreprises est plus précis dans la directive que ce qu'il n'est en droit français. Point important néanmoins, dans ce corps d'attente, il n'y a pas le climat est absent. Donc on parle des droits humains, de l'environnement, mais le climat ne fait pas partie du devoir de vigilance à proprement parler. Alors, le climat n'est pas exclu de la directive puisqu'il a été traité différemment. C'est pas sous la dynamique du devoir de vigilance qu'il est traité, c'est sous la dynamique du plan de transition. On demande aux entreprises de publier, de mettre en œuvre un plan de transition montrant qu'elles adoptent une stratégie compatible avec les objectifs de l'accord de Paris et de réduction de l'Union européenne en matière de gaz à effet de serre. Alors, concrètement, ça implique une mise en ordre de marche assez rapide pour les sociétés concernées, puisque le premier seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre est en 2030, et la directive n'est toujours pas complètement finie d'adopter. Donc, il va falloir sans doute anticiper et se mettre en œuvre de marche très vite, même si la directive porte en elle-même quelques atténuations possibles, c'est-à-dire qu'elle dit elle-même que des circonstances spécifiques pourraient conduire les entreprises à ne pas atteindre leurs objectifs et peut-être le fait l'entrée en vigueur tardive de la directive en constituera une. En tout cas, on peut en déduire qu'il s'agit d'une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Sur la vigilance, le processus qui est induit par ce devoir de vigilance, c'est un processus que l'on connaît un peu, par exemple, en termes de loi de vigilance en France, bien sûr, mais aussi sur la loi Sapin 2 en France. Le but, c'est de cartographier les risques pour l'activité de l'entreprise, mais dans sa chaîne d'activité telle qu'on l'a définie, d'élaborer un processus d'action et de gestion des risques, d'organiser une évaluation régulière des activités, de mettre en place un dispositif de suivi des actions mises en place, d'organiser un dispositif d'alerte. Chose nouvelle ici, c'est qu'on parle d'un mécanisme de plainte, c'est-à-dire qu'il faut que les entreprises ouvrent un mécanisme de plainte pour permettre aux personnes concernées de faire part de leurs préoccupations légitimes et d'obtenir réparation en cas d'incidence négative. Donc ça c'est un mécanisme nouveau.
Pour le reste, on est dans un processus plutôt classique de suivi des indicateurs et de restitution aussi des actions mises en place. Alors, sur tout ce processus de vigilance, qui est un processus long, sur un temps long, et puis avec des suivis réguliers, la directive insiste sur l'importance de l'engagement significatif des parties prenantes à chaque étape de la cartographie à la gestion des risques. Donc, c'est un point clé qui nécessitera la plus grande vigilance des entreprises. J'ai peut-être quelques secondes pour finir de dire parler de deux points fondamentaux aussi de la directive. Le premier, c'est qu'elle crée une autorité de contrôle, donc de supervision de la mise en œuvre de directives, qui manquait en France et qui apportera sans doute beaucoup dans la mesure où on voit bien qu'en France, on a du mal à cerner les contours du devoir de vigilance pour l'instant, et donc elle permettra à cette autorité sans doute d'aller plus vite, un peu à la façon de l'AFA pour Sapin 2. Sur les sanctions et sur la mise en jeu de la responsabilité, l'importance de la question mériterait plus que quelques secondes, mais finalement, la directive a retenu une mise en cause de la responsabilité des entreprises. Donc, les États membres devront adopter ce régime de responsabilité. Et point très intéressant, il y a une disposition qui permet une sorte de loi de police européenne qui permettra d'écarter la loi applicable au titre du conflit de loi pour faire primer le régime impératif de la directive en cas de conflit sur le territoire de l'Union européenne. Donc, pas de doute qu'il y aura du contentieux, et je laisse la parole à Sébastien sur ce sujet. Alors, merci Léa et merci Sébastien. Vous avez fait une très intéressante présentation du panorama. Dans la perspective des élections européennes, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les citoyens qui s'apprêtent à voter dans quelques semaines peuvent faire bouger les lignes, peuvent faire bouger les choses. Et pour ça, nous sommes là, nous, avocats. Que pouvez-vous nous dire, Sébastien et Léa, sur l'Union européenne comme terre fertile du contentieux climatique? Sébastien, est-ce que tu pourrais nous faire un panorama des contentieux en cours? Oui, alors effectivement, Jacques, l'Union européenne est une terre fertile des contentieux climatiques. Alors peut-être pas la plus fertile au monde, puisque on considère que c'est principalement aux États-Unis qu'il y a le plus grand nombre d'affaires relatives au climat. C'est près des 2/3 des affaires, des contentieux engagés dans le monde qui le sont au sein des États-Unis. Sur à peu près, le Sabin Center de l'Université de Columbia aux États-Unis recense à peu près 2000 contentieux climatiques à engager devant 65 pays. Ça, c'était au 31 décembre 2022. Et ça va en s'accroissant. Alors, l'Union européenne n'est pas à l'abri de ce mouvement, et il y a différents contentieux qui sont menés, à la fois contre les entreprises et contre les États. Alors, on donnerait quelques illustrations, et pour m'attarder un petit peu plus sur un contentieux qui est emblématique et un pays qui est pionnier dans la matière, qui est celui des Pays-Bas. Au niveau des contentieux contre les entreprises, d'abord, donc ça vise à utiliser les principes, les textes qui ont été exposés par Léa Marion, notamment le devoir de vigilance, cette obligation générale de vigilance, ou les grands principes généraux du droit civil. Et c'est notamment à ce titre, par exemple, que la société Shell a été condamnée en 2021 aux Pays-Bas au titre de l'équivalent de notre article 240 en droit français, était condamnée à réduire ses émissions directes et indirectes de 45% d'ici 2030 pour s'inscrire dans une trajectoire qui est compatible avec celle du respect de l'objectif de l'accord de Paris. Donc il y a un appel qui est en cours, en tout cas qui a été plaidé il y a quelques semaines, et l'arrêt de la Cour d'appel de La Haye est attendu pour le mois de novembre prochain. Son pendant français, c'est l'affaire Total Énergie. Donc, c'est un contentieux que j'ai l'honneur de porter avec mon associé François de Cambière. Nous représentons une coalition de collectivités et d'associations, collectivités parmi lesquelles les villes de Paris et les villes de New York, pour demander sensiblement la même chose à Total. Je ne m'épancherai pas sur ce dossier, puisque l'affaire a été plaidée le 4 mars dernier devant la nouvelle chambre spécialisée de la Cour d'appel de Paris, et que l'affaire étant délibérée, que l'arrêt est attendu pour le 18 juin. C'est l'appel sur l'ordonnance d'irrecevabilité de l'action qui avait été rendue par le juge de la mise en état le 6 juillet 2023.
Autre type de contentieux, les contentieux contre les États, cette fois-ci, donc avec des succès plutôt mitigés. Hein, donc on connaît les différentes étapes, les différents actes de l'affaire du siècle ou de l'affaire Grande Sainte, hein, qui a permis de faire condamner l'État français pour non-respect des objectifs fixés par voie réglementaire dans la stratégie nationale bas carbone, mais qui sont des objectifs qui découlent aussi d'objectifs européens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en matière de climat dans le cadre d'un régime descendant, dans lequel l'Union européenne prend des engagements en matière de climat, dans le cadre de la Convention cadre, que l'Union européenne répartit ses efforts entre les différents États membres et que les États membres adoptent des politiques qui concernent les entreprises, les ménages, les administrations et finalement répartit le budget carbone qui lui est alloué à différents secteurs d'activité. C'est en France, c'est ce qui se fait à travers cette stratégie nationale bas carbone, SNBC, pour les initiés. Alors cette relation avec le droit européen a conduit en Espagne le tribunal suprême à rejeter un recours similaire intenté contre l'État espagnol, considérant que le gouvernement espagnol avait agi conformément à l'accord de Paris et qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de son non-respect, d'une part parce que l'accord de Paris n'était pas d'effet direct, hein, ce qu'a jugé également le Conseil d'État en France, mais surtout qu'il a adhéré à l'accord de Paris par l'intermédiaire de l'Union européenne et qu'il adopte une législation nationale qui est conforme aux engagements qui sont adoptés au niveau européen. On voit aussi comment le droit européen peut finalement avoir un effet bloquant. Et en fait, en réalité, c'est davantage la CEDH, et notamment ses articles 2 et 8, qui sont finalement le plus usités dans le cadre de ces contentieux climatiques. Et là, je fais référence au récent arrêt du 9 avril 2023 dans l'affaire des aînés suisses. Hein, ce sont une coalition de femmes à jouer qui avait saisi la CEDH, invoquant une violation du droit au respect de leur vie privée et familiale et de l'accès à leurs tribunaux. Et la CEDH a récemment condamné la Suisse en considérant que son inaction constituait une violation de l'article 8. Mais je voulais terminer avec les Pays-Bas et l'affaire Urgenda, qui était la première affaire donc, contre un État qui était engagé par une fondation et 900 citoyens néerlandais. Et en 2019, la Cour suprême des Pays-Bas a condamné l'État néerlandais au visa, notamment des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et parallèlement, il y a eu une autre contentieux dont on a moins parlé, qui s'est terminé devant le Conseil d'État néerlandais en 2019 également, qui, pour non-respect par les Pays-Bas de deux directives, la directive Habitat et la directive Nitrate. Alors pourquoi ces deux contentieux sont liés? Parce que les nitrates sont également une source d'émissions de gaz à effet de serre et constituent une pollution très importante puisque le modèle agricole néerlandais est un peu similaire à notre modèle breton sur une agriculture très intensive, beaucoup d'élevage et donc une très grosse pollution aux nitrates. Suite à ces deux décisions de la juridiction suprême, le gouvernement néerlandais, acculé l'année dernière, a présenté un plan climat pour répondre aux injonctions de ces deux juridictions. Et ce plan climat prévoit des mesures radicales, l'interdiction de construction de toute nouvelle route ou autoroute. Hein, on voit en France avec l'A69 comment ça cristallise aussi les oppositions. Également un plafonnement des vols, une réduction et un plafonnement des vols sur l'aéroport de Schiphol, une interdiction des jets privés. On voit que ça avait été discuté en France dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat. Toute une autre série de mesures dont parmi lesquels la réduction, et ça c'est à la fois pour répondre au contentieux, à la décision Urgenda, mais aussi à l'affaire Nitrate, une réduction de 30% du cheptel néerlandais. Donc ce plan climat a été présenté au mois de mai 2023, et au mois de juin 2023, un mois après, manifestaient les agriculteurs néerlandais massivement avec leurs tracteurs. Et finalement, c'était le premier soubresaut de cette crise agricole qui a ensuite essaimé à travers l'Europe et dont la France au mois d'automne et à l'automne. Et la conséquence politique également de
de ces deux décisions et de ce plan climat qui est adopté par les autorités néerlandaises, ça a été le parti des agriculteurs, un parti d'agragisme qui a obtenu 30% des voix aux dernières élections législatives, qui est devenu majoritaire au Sénat, la victoire de l'extrême droite avec des positions très climato-sceptiques, en tout cas très opposées aux normes environnementales et notamment aux normes européennes, et cette coalition qui regroupe à la fois la droite et l'extrême droite qui arrive au pouvoir aux Pays-Bas avec potentiellement une remise en cause de ces décisions. Donc on voit comment finalement ces contentieux climatiques aussi peuvent avoir des effets extrêmement forts à la fois sur la vie quotidienne des citoyens, mais aussi sur le plan politique à pouvoir finalement mener à des grands bouleversements. Merci Sébastien. On mesure combien politiquement ces sujets sont des sujets à crispation et combien il est légitime d'en parler en période électorale. Léa, est-ce que tu peux nous dire un mot des contentieux à venir? Qu'est-ce qu'on peut prévoir? Qu'est-ce qui nous attend? Alors, dans les textes dont j'ai parlé, la directive CSRD et la CS3D pourraient sans doute contribuer au développement de contentieux qui existent déjà mais qui sont encore assez limités. Ce sont les contentieux de mise en cause de la responsabilité des dirigeants pour ne pas suffisamment avoir préparé les entreprises aux risques liés au changement climatique, que ce soit les risques dits physiques qui recouvrent les dommages qui pourraient être causés à l'outil de production, la chaîne d'approvisionnement, activité commerciale de façon générale, en raison des changements météorologiques liés au changement climatique, ou les risques de transition liés au changement de business model, changement de législation, impact réputationnel qui pourrait avoir un impact à terme sur la valeur de l'entreprise. Donc, ne pas avoir anticipé ces risques pourrait être un vecteur de contentieux. Il y a eu un recours, c'était d'ailleurs le premier me semble-t-il, c'était en Grande-Bretagne, mais la comparaison, le modèle est intéressant. C'était Client Earth qui a initié ce contentieux en Grande-Bretagne contre les dirigeants de Shell. Alors, Client Earth était devenu actionnaire par volonté finalement d'activisme actionnarial auprès de Shell et a porté ce recours justement sur ce fondement, disant que les administrateurs de Shell n'avaient pas assez préparé Shell vers une transition vers une économie à faible émission carbone, ce qui, selon Client Earth, menaçait les objectifs climatiques de façon générale, mais également la rentabilité financière à long terme de Shell, et donc la valeur des actions. Alors, l'action n'a pas passé le filtre pour des raisons procédurales anglaises, finalement, n'a pas passé le filtre du prima facie case britannique. Et la Cour a jugé que les prétentions n'étaient pas assez fondées n'était pas assez étayé, n'était pas assez étayé pour passer le filtre de ce prima facie case, mais elle n'a pas jugé que les prétentions n'étaient pas assez fondées, et ce qui laisse penser qu'il y aura d'autres contentieux qui pourra se développer sur ce type d'arguments, d'autant plus que dans le projet de directive à l'origine, le projet de directive devoir de vigilance, il y avait un article qui s'inspirait un peu de notre article 1833 qui avait vocation à faire peser sur les dirigeants des entreprises, les administrateurs des entreprises, on appelait ça un devoir de sollicitude dans la version française, mais enfin, bon, pour prendre en compte des intérêts autres que ceux des actionnaires dans la gestion de l'entreprise. Cet article n'est pas passé, il n'a pas passé de filtre, il a été longuement débattu et a vraiment provoqué une véritable levée de bouclier, donc on l'a mis de côté, mais il n'en demeure pas moins que sur le fond, il y a une tendance générale quand même de prise en compte des intérêts autres que des actionnaires, de volonté d'aller un peu au-delà du court terme. Et on le voit dans l'affaire Shell dont parlait Sébastien tout à l'heure, on le voit dans les codes de gouvernance en Allemagne, en Espagne, en Italie. Donc, il y a une trame de fond qui avance pour faire peser sur les administrateurs et globalement sur les dirigeants d'entreprise une responsabilité, un devoir de vigilance, un devoir de diligence qui croît et qui pourrait constituer avec la directive CSRD et donc une plus grande transparence sur les engagements et la gouvernance et les objectifs des entreprises qui pourrait constituer un vivier intéressant
pour engager la responsabilité des entreprises, sauf à ce que justement les entreprises se saisissent du sujet et utilisent la CSRD pour mettre en place, repenser leur gouvernance et intégrer la question de la gestion des risques RSE dans leur gouvernance. En quelques secondes, un autre type de contentieux peut-être, c'est le greenwashing. Le greenwashing qui existe déjà, enfin les contentieux sur le problème de greenwashing existent déjà, il pourrait s'amplifier parce que déjà la directive CSRD va donner plus d'informations sur la gestion, plus de transparence sur la façon dont l'entreprise gère les risques RSE. Donc, ça permettra de voir la cohérence entre la communication, par exemple, et ce qui se passe vraiment. Et puis aussi parce que l'Union européenne a travaillé sur un encadrement plus strict des allégations environnementales, d'une part en renforçant la directive sur les pratiques commerciales trompeuses, et d'autre part, ce texte n'est pas encore complètement finalisé, mais il devrait être adopté normalement, sur un encadrement strict des allégations environnementales en dressant un cadre avec des critères très, très définis sur la façon dont on peut communiquer sur des allégations vertes ou de la façon dont on peut utiliser des labels environnementaux. Et alors, c'est intéressant, le temps de l'entrée en vigueur de ces textes, donc dans 2 ans, enfin bon, ça c'est encore un peu tardif, mais les entreprises ont tout intérêt dès maintenant à penser à ça, puisque finalement la CSRD, en ce qu'elle va pousser la mise en place de nouveaux fils de remontée de données, la mise en place de nouveaux indicateurs, devrait aussi permettre aux entreprises de se mobiliser sur des sujets qui leur permettra de communiquer sur leurs pratiques à terme, dans la mesure où elles ont des fondamentaux solides pour le faire. Voilà, donc il y a du travail à faire sur ces aspects, au risque sinon, par contre, de tomber dans les mains de contentieux futurs pour un défaut de cohérence. Voilà. Merci Léa. Sébastien, dans un environnement juridique dont on voit combien il est en pleine mutation, est-ce qu'il y a des contentieux à venir que l'on pourrait anticiper, que l'on pourrait commenter aujourd'hui? Moi, j'identifie quand même une montée en puissance du droit pénal de l'environnement au niveau européen, notamment à travers l'adoption par le Parlement et le Conseil en février et mars 2024 de la nouvelle directive sur la protection de l'environnement par le droit pénal, qui révise une précédente directive de 2008 et qui demande aux États finalement d'adapter leurs droits pour faire monter en puissance la répression pénale à travers la création de nouveaux délits, à travers des peines de prison pouvant aller jusqu'à 8 ans pour les infractions qualifiées, avec des peines d'amende pour les personnes morales qui peuvent être équivalentes jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial, ou pour des montants forfaitaires pouvant aller jusqu'à 40 millions d'euros selon le type d'infraction, des retraits d'autorisation, l'exclusion de tout financement public et la protection renforcée des lanceurs d'alerte. Cette proposition de directive, enfin cette directive qui est en passe d'être adoptée, est aussi à analyser avec aussi des propositions qui tendent à conférer de nouvelles compétences au parquet européen. Vous savez, ce parquet européen qui a été mis en place, effectif, entré en fonction le 1er juin 2021 et qui est compétent pour la criminalité transfrontalière. Et il y a une volonté de réviser l'article 86 du traité de Lisbonne de manière à élargir les compétences du parquet européen à la criminalité environnementale. Je rappelle juste que la criminalité environnementale est l'une des criminalités les plus dynamiques dans le monde. Selon Interpol, les atteintes à l'environnement sont la principale source de financement des groupes armés et terroristes dans le monde. On l'a vu avec Daesh en Syrie, on le voit avec Boko Haram également en Afrique. Donc c'est vraiment un sujet de préoccupation majeur qui dépasse la question environnementale pour parler aussi également de questions de sécurité publique. Et donc il y a cette volonté d'avoir une autorité de poursuite européenne qui permette de dépasser les demandes d'entraide judiciaire ou de coopération entre les États membres. D'autre part également, un petit point d'attention, alors peut-être est-ce que ça va prospérer, mais il y a aussi, en tout cas on voit aux États-Unis, dans un premier contentieux, la volonté de s'attaquer également en matière de climat à ceux qui conseillent les entreprises. Et là, je fais référence à une plainte qui a été
intenté en juillet 2023 par l'État de l'Oregon, par un comté de l'Oregon, pardon, qui avait été subi en 2021, je ne sais pas si vous vous souvenez, une très importante vague de chaleur, un dôme de chaleur qui s'était posé sur l'ouest américain. Et ce comté a signé des entreprises pétrolières et glaciaires, ce qui est classique, mais ce qui est nouveau, le cabinet de conseil McKinsey pour avoir justement conseillé ces entreprises et leur avoir permis de ne pas respecter les objectifs en matière de climat. La demande est importante puisqu'ils demandent près de 100 milliards de dollars, à la fois pour les dommages passés, mais aussi 50 milliards pour l'affecter à un fonds de réduction des impacts pour mettre à niveau les infrastructures du comté. Voilà. Donc, est-ce que ça va prospérer? On voit aussi, voilà, parmi les contentieux émergents dans la matière, un retour de bâton, c'est-à-dire des contentieux qui sont initiés par des entreprises pétrogazières contre des associations. On l'a vu en France avec l'assignation de Total contre Greenpeace pour diffusion de fausses informations sur son bilan carbone, qui s'est soldée au mois de mars par une nullité de l'assignation pour imprécision, ou une action engagée en septembre 2023 par la compagnie pétrolière italienne Eni, suite à l'action climatique engagée par les ONG. La compagnie Eni engage une action en diffamation contre ces associations qui l'attaquent pour une action climatique. Donc on voit que le contentieux climatique est vraiment dans une dynamique extrêmement forte et voilà, peut aussi avoir des incidences qu'on n'aurait pas forcément identifiées il y a encore quelques années. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup à tous les deux. Malheureusement, le temps est terminé. Merci Léa, merci Sébastien pour avoir fait vivre ce sujet passionnant et montrer toute son importance dans la perspective des élections européennes. Je précise pour nos auditeurs que les 2 prochains webinaires dans le cadre de cette préparation des élections européennes sont le 30 mai, jeudi 30 mai, sur la démocratie et l'état de droit et le jeudi 6 juin sur l'intelligence artificielle et la souveraineté numérique. Merci à tous, bonne campagne et n'oubliez pas de voter le 9 juin. À bientôt.